Voilà, je suis content de recevoir, dans cette matinale sur Géopolitique profonde, le géopolitologue, journaliste, cofondateur avec, Paul-Marie Couteau, du club Eleutheria, ainsi, que, de la revue du Nouveau Conservateur. Il est l'auteur de «L'Ukraine, un basculement, du monde» aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'est évidemment, notre ami François Martin. Et alors c'était le dernier livre? Mon dernier bébé, celui qui est né Vas-y. avant-hier. Voilà. Le temps Fracture. des fractures, le temps On des est fractures. dedans. Toujours aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Exactement. Il est sorti? Ça y est, il est sorti, je l'ai reçu hier. Ah bah voilà, donc il est sorti. Ah bah évidemment, donc dans ce cas-là, on lui donne tous les droits à ce Voilà. livre. Le temps des fractures, c'est un peu la suite. C'est tout à fait la suite, c'est exactement la suite. Eh ben, des fractures, on les constate, hein, Voilà. je trouve. On est Le gâtés. premier, c'était un basculement du monde, je crois que c'était dedans, et là, on est dans le temps des fractures, je crois que j'ai pas raté le titre. Non. Voilà. Bah, écoute, j'ai bien envie de t'entendre. Peut-être on terminera sur la Russie. On peut parler aussi un peu des élections américaines d'ailleurs. Oui, oui, C'est oui. pas inintéressant parce que ça va avoir, une incidence peut-être sur la suite, Oui, oui. en 2025. Peut-être commencer cette fois-ci non pas par la Russie, mais par, ce qui se passe au Proche-Orient, Bien sûr. la escalade ou pas, et jusqu'où, et a-t-on affaire vraiment à un acteur totalement irrationnel que serait le gouvernement, israélien, en particulier Netanyahou? Bien sûr. Ou voilà, après Gaza, le Liban Sud, jusqu'où tout ça va-t-il aller? Appel au cessez-le-feu international, mais Israël fait la sourde oreille. Où va-t-on? Dans quel monde allons-nous, mon cher François? Alors d'abord, je veux dire une chose, c'est quand on voit Netanyahou agir, Netanyahou n'agit pas seul. En fait, je dis depuis le début que la relation entre les États-Unis et Israël est théâtralisée. C'est-à-dire, on met en scène une divergence alors qu'il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'il suffit que les États-Unis, parce que Israël dépend à 100% des États-Unis, financièrement, militairement, sur le plan des armes. Donc, il suffit qu'à un moment donné, Israël dit, ben, on livre plus. Et Netanyahou arrête la guerre le jour même. Donc, il ne faut pas se tromper en disant ah oui, mais il est fou, il ne fait pas ce qu'on lui dit, on n'arrive pas à le tenir, etc. Comment on n'arrive pas à le tenir? On le tient complètement. Donc, ça veut dire que Biden et Kamala mettent en scène une divergence parce que une partie de la gauche est contre cette guerre et que ça permet de donner une posture à Kamala et avant à Joe Biden par rapport à leurs électeurs démocrates. Mais en réalité, les États-Unis sont totalement partie prenante de cette guerre parce que, à cause de l'IPAC, à cause des réseaux, etc., qui sont d'ailleurs de moins en moins sionistes aux États-Unis, là où il y a parce que les Juifs américains, beaucoup de Juifs américains ont peur de l'effet très négatif que que cette affaire est en train de leur donner, et ils sont en train de perdre ce que j'appelle le crédit victimaire durement acquis depuis la dernière guerre mondiale, et aujourd'hui ils sont en train en fait, d'acquérir une image de génocidaire. Je rappelle que pendant sa campagne, on appelait Joe Biden Genocide Joe. Donc, les Juifs n'ont pas envie que dans 20 ans, dans 30 ans, ils disent I'm a Jew. Ah, Genocide Jew. Donc ça, c'est gravissime. Donc aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu comprendre, bon, il y a une partie évidemment qui continue à le suivre, mais beaucoup se détournent parce qu'ils se rendent compte que cette composante médiatique et d'image de cette guerre est en leur défaveur, et c'est un des arguments forts du Hamas dont je pourrais rappeler un peu la stratégie si tu le souhaites. Avec plaisir. Bon, alors allons-y tout de suite. Le Hamas mène une guerre parfaite du faible au fort. Il faut relire David Galula, encore une fois, Contre-insurrection, théorie et pratique. Il faut relire ce petit livre. On est exactement dans cette guerre où la stratégie du faible au fort consiste
pour le faible à se faire frapper par le fort, pour retourner les opinions contre le fort et en se donnant l'énorme crédit victimaire à lui. Donc, il faut dénaturer et délégitimer le fort en montrant qu'il est cruel, qu'il est méchant, qu'il est, etc., etc. C'est une guerre, mais c'est une guerre médiatique par rapport à l'opinion, et de telle sorte que le fort soit de plus en plus isolé, critiqué, etc., etc. C'est comme ça qu'on gagne une guerre décoloniale. C'est comme ça que Vietnam. a gagné la guerre, sa guerre d'indépendance en disant, en allant avant de se faire tuer par les soldats anglais, il disait à ses troupes, je rappelle, devant les caméras américaines, parce que ça c'est très important, parce qu'il avait compris que l'intérêt des États-Unis, c'était d'essayer de faire en sorte que les vieilles puissances coloniales européennes perdent leurs colonies pour eux récupérer le pétrole et les avantages, etc., etc. Donc, il disait à ses troupes, je vous en supplie, laissez-vous massacrer. Il disait ça à ses troupes. C'est lui l'inventeur de ça. Je vous en supplie, laissez-vous massacrer. Et Arafat disait, il nous faut des martyrs, encore des martyrs, toujours des martyrs. Voilà ce qu'il disait. Donc, la martyrologie, c'est le cœur de cette guerre. Et quand on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ce que c'est la guerre du faible au fort. Or, Israël est rentré dedans par une stratégie du tout militaire en disant on va les affamer, une bombe nucléaire est une option, affamer 2 millions, pourquoi pas, etc. Et à jouer absolument dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'ils en sont dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, où l'escalade est leur seule porte de sortie. Alors qu'ils auraient pu, par exemple, faire semblant de négocier. Dans ces cas-là, tu fais semblant. Tu dis oui, je vais négocier, puis tu gagnes du temps, puis tu essaies de tuer les chefs, et puis tu fais semblant, tu ramènes les otages, même si finalement tu n'as rien à faire des otages, parce que la réalité, c'est celle-là. La réalité, c'est qu'en sous-main, ils appliquent la doctrine Hannibal, qui consiste à dire, c'est une doctrine de l'armée qu'on a mis officiellement des études, mais qui en fait ne l'est pas, qui consiste à dire un otage vivant est un problème, un otage mort est un héros. Donc si vous ne savez pas, dans le doute, vous tuez tout le monde, vous tirez sur tout le monde, si l'otage est mort, c'est fini, c'est un héros. Donc en fait, par derrière, on est en train d'appliquer la doctrine Hannibal en tapant indistinctement sur tout le monde. Et d'ailleurs, on tue très peu le Hamas. Je fais un petit panorama complet pour que les gens comprennent comment ça se passe. On tue assez peu le Hamas parce que ce sont les gens les plus protégés. Il semble que sur les 30 Katibas, c'est-à-dire les 30 000 soldats, on en ait tué peut-être 1 millier ou 2 000, mais en fait, on les reconstitue très vite parce qu'un jeune qui a perdu son père, sa mère et ses 2 sœurs dans l'effondrement de son immeuble, il va voir le responsable du Hamas, il va lui dire apprends-moi à tirer, donne-moi une arme et puis je viens. Donc en fait, Netanyahou construit son opposition en faisant ça. Donc aujourd'hui, militairement, on voit qu'il n'est pas arrivé au bout. Il y a Yassine disait avant la guerre qu'ils accumulaient des armes depuis 3 ans avant la guerre. Depuis 3 ans. Donc, ils s'y sont préparés, complètement préparés sur ce plan. Donc, militairement, Israël est coincé, d'autant plus que les soldats qui sont là il y a 2 armées de Tsahal, et l'armée qu'on envoie là-bas, c'est essentiellement les conscrits, parce qu'on ne va pas gaspiller des bonnes troupes pour des guerres urbaines à laquelle Israël ne s'est pas préparé. Donc, militairement, ils sont coincés. Économiquement, ils sont coincés, puisque les jeunes sont sous les drapeaux et les gens du Nord ne produisent pas, et les gens qui employaient des Arabes ne produisent pas. Économiquement, ils sont coincés. En plus, les Houthis empêchent les bateaux d'arriver dans les ports. Diplomatiquement, ils sont complètement coincés. Médiatiquement, ils sont complètement coincés. Juridiquement, ils sont coincés puisque la CPI dit c'est pas génocidaire, mais les conditions du génocide sont réunies. Donc, en fait, c'est une façon de dire ben voilà, vous êtes des génocidaires. Ils sont coincés de tous les côtés. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste l'escalade. Donc, d'après toi, ils sont contraints littéralement à l'escalade. Absolument. Absolument. Où sont les voies de sortie, à part de dire on arrête de se battre et on discute. Mais s'ils font ça dans une stratégie du fort au faible,
ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils ont perdu la guerre s'ils font ça. Certes. Oui. Donc, c'est la force du faible, ça, dans une guerre. Si le fort ne te gagne pas, c'est que c'est toi qui gagnes, si tu résistes. Donc, ils sont contraints à l'escalade. Ils sont contraints à l'escalade. Ils ont essayé avec les Iraniens qui ont répondu d'une façon extrêmement intelligente en envoyant une nuée de drones et en saturant le dôme de fer, ce qui a coûté à Israël 1,4 milliard, parce qu'un tir d'un missile, ça coûte 4 millions de dollars. Donc, tu as très vite fait de saturer. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils tirent quelques missiles au fur et à mesure. Les Iraniens ont répondu comme ça en ne tuant personne. Donc, leur ont dit, voyez, on vous met tout nu quand on veut, mais on ne vous tue pas. Donc, une réponse d'attente. Tout ça dans une stratégie d'attente. Parce que la stratégie du faible au fort, c'est aussi une stratégie qui consiste à faire durer les choses, pour saturer les opinions, pour que les opinions, à un moment donné, soient dégoûtées. Les opinions du pays des forts soient dégoûtées par l'activité des forts qui tuent. C'est ce qui arriverait. Actuellement, il y a en effet des échos d'une démoralisation terrible, entre autres dans la jeunesse israélienne. Bien sûr, mais même dans la jeunesse américaine. C'est une guerre du Vietnam, d'une certaine façon. C'est ça, voilà. C'est tout à fait une guerre du Vietnam. Donc voilà la situation dans laquelle Israël est. Il est important de comprendre ce contexte pour comprendre que par tous les moyens, il faut une escalade. Mais en même temps, l'escalade est sans issue parce que les Iraniens… Alors, est-ce qu'elle est sans issue réellement, cette escalade? Alors, ça, c'est ce que je pense, moi. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, on voit que l'Iran mène la même guerre, d'ailleurs, que celle que mène Poutine de l'autre côté. C'est une guerre à la Sun Tzu, où il faut harceler, il faut attendre, il faut démoraliser l'adversaire jusqu'à ce qu'il tombe tout seul, sans avoir besoin de l'affronter directement. On constate ça avec le rapport de tir. Les Israéliens disent qu'ils ont touché le tiers ou la moitié des rampes de lancement en tirant 1500 missiles et en tuant 500 personnes. Bon, je ne le crois pas du tout, parce que j'imagine absolument pas que le Hezbollah, qui se prépare à une guerre de ce type, c'est-à-dire de tir d'artillerie depuis des années et des années, a laissé ces rampes de lancement à disposition de façon à être bousillées par un seul tir d'un millier de missiles. Je ne le crois pas. Je pense que la plupart de leurs rampes de lancement sont cachées, sont protégées par des dalles de béton, etc., extrêmement fortes. Enfin, j'en suis certain. Donc, mais en tout cas, ils ont tiré 1500 ou plus. D'un autre côté, quand on regarde comment tire le Hezbollah tire 200 missiles, 300 missiles, 500 missiles, c'est-à-dire 200 missiles en général. Et il tire sur le plateau du Golan et sur la bande frontière. Pourquoi? Pour harceler les colons et les personnes qui vivent, pour en faire… Et ils tirent sur les cibles militaires autour d'Haïfa. Essentiellement, c'est ça qu'ils font. Donc, ils tuent très peu, ils tirent en fait très peu, de façon à ne pas escalader et obliger Israël à escalader. Pourquoi? Parce que dans le cadre de cette stratégie du faible au fort, il est absolument essentiel de montrer qu'on est la victime. Et il ne faut absolument pas montrer qu'Israël est victime, parce que si on dit qu'Israël est victime, on fait repartir à l'envers le système de la victimisation. Ben, le 7 octobre, ça a commencé quand même par le 7 octobre. Et bien justement, le 7 octobre, c'est l'élément déclencheur. Où Israël est victime. On ne peut pas vraiment dire ça, en fait. Mais il faudrait revenir… Non, il faudrait revenir sur les événements du 7 octobre, qui ne sont pas détaillés en France. Je ne sais pas si on a le temps de le faire, mais une fois… Oui, on a le temps de le faire, c'est important. Allons-y. Alors, allons-y. Sur les événements du 7 octobre, d'abord, Netanyahou était au courant, ça, les preuves existent, que Netanyahou était au courant. Peut-être qu'il n'attendait pas qu'elle soit… que la réussite de ce plan soit aussi faite. Mais les journaux israéliens ont montré et ont prouvé qu'il y a eu, sur les 1200 morts à peu près, il y a à peu près 600 qui sont une attaque sur les casernements qui étaient autour de la bande de Gaza. Il y a 6 ou 7 casernements. Donc ça, c'est une guerre militaire. Ce n'est pas une attaque contre les civils, c'est une guerre militaire. Et l'autre, une bonne partie des morts que l'on voit, et d'ailleurs on le voit dans les photos, même si les gens ne réfléchissent pas, ils ont été dus aux hélicoptères
et comment ça s'appelle, et aux chars de Tsahal. C'est Tsahal qui a tué une bonne partie des civils. Dans le cadre de cette stratégie justement de la doctrine Hannibal, qui a été remise en force par l'état-major qui ne savait pas quoi faire et qui a mis 24 heures à réagir parce qu'il ne s'était pas préparé à une telle guerre urbaine, parce qu'ils simplement, ils méprisaient tellement leurs adversaires qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient capables de s'organiser. Et quand tu as des photos des kibbutz, tu vois qu'il y a dans le kibbutz, et ça les gens ne l'analysent pas, il y a des énormes trous et tout est brûlé. Ce ne sont pas les kalachnikovs de type qui sont arrivés en pétrolette qui ont brûlé les kibbutz. C'est pas vrai. Ce sont les chars. Et on voit les photos avec les marques des chars parce qu'ils sont arrivés là-dedans. Et selon la doctrine Hannibal, on tire dans le tas. Il y a des témoignages d'une femme en particulier qui dit « J'ai voulu sortir du kibbutz en voiture quand j'ai vu que les types arrivaient. Je me suis fait tirer dessus par Tsahal. » Et on lui dit « Mais vous êtes sûr que c'est Tsahal ?» Elle dit « Oui, c'est Tsahal qui a tiré. » On a des témoignages des pilotes d'hélicoptères qui ont dit au moment de la rave party, on ne savait pas, ça tirait dans tous les sens, c'était très difficile de savoir qui était. Donc, on a vidé le ventre de notre hélicoptère, on a tiré dans le tas. Donc, en fait, cette opération que l'on présente comme une opération d'agression pure n'est pas une opération d'agression pure. Une bonne partie des civils ont été tués par leur propre armée. Il y a 300 ou 400 voitures mitraillées. Est-ce qu'on pense que les insurgés ont mitraillé 400 voitures? Non, ce sont les hélicoptères. D'ailleurs, on a fait un grand trou et on les a enterrés, on a mis un mausolée dessus pour pas qu'on aille faire l'analyse de quelles sont les balles qui étaient sur les voitures. Donc, les journaux israéliens ont documenté tout ça, mais nous, on continue à propager le mythe, etc. Donc, évidemment, oui, une agression de Tsahal, mais une agression Mais je rappelle d'une part que si le Hamas a été créé par Israël, parce que le Hamas a été créé conjointement par le Yassine et Israël, qui lui a donné à chaque fois la validation lorsqu'il a voulu créer au départ les écoles coraniques, puis les mosquées, puis l'université, puis etc., puis les 35 millions de dollars qui étaient versés chaque mois, apportés par Tsahal au consulat du Qatar à Gaza, dans lequel, semble-t-il, Netanyahou a pris sa part. D'après ce que j'ai entendu, il est accusé d'avoir volé une partie de cet argent, soit dit en passant. Mais ça a été créé pour deux raisons. Une première raison, c'est pour embêter le Fatah, qui lui était un système laïque. Donc le système du Fatah était dangereux parce qu'il était susceptible d'attirer des gens de tous bords, y compris des Israéliens d'ailleurs, parce qu'il n'était pas confessionnel. Et le Hamas était un système confessionnel, donc on était sûr qu'il n'aurait pas d'accord possible avec Israël. Donc c'est une sorte, ce que j'appelle dans mon livre, une entente non cordiale. Voilà, c'était ça le Hamas. Et l'autre raison du Hamas, et je finis avec ça, c'est que le Hamas n'est pas stratégique. Il ne sortira jamais d'une petite bande de quelques kilomètres de long, de 30 kilomètres de long sur 2 kilomètres de large. Il ne sortira jamais un char qui ira attaquer Israël. C'est pas possible. Il sortira des bombinettes qui vont tirer sur Tel Aviv, mais ce n'est pas une menace stratégique. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé créer. Donc, ils en font aujourd'hui une menace stratégique en attirant tout le reste des autres pays en frappant. C'est eux qui la rendent stratégique par cette politique hystérique qui est sans issue d'ailleurs. Mais voilà ce qu'il faut dire. Donc, c'est beaucoup plus complexe cette affaire du 7 octobre que ce qu'on... Alors, d'accord. Voilà. Ça, ce sont des précisions essentielles et merci François Martin de les avoir développées. Maintenant, ça c'est une chose. Sa présentation, c'en est une autre. Par rapport à la guerre du Vietnam, il y a quand même une différence, à mon avis. C'est que le système médiatique mondial, le système d'information sont beaucoup bien mieux maîtrisés aujourd'hui par l'Amérique, par l'État profond américain, qu'ils ne l'étaient à l'époque de la guerre du Vietnam. Et
il ne faut pas oublier que si on entend ce son de cloche et ce discours qui est celui qui est le tien, François Martin, et qui est une analyse certainement très juste de la situation, n'oublions pas que de l'autre côté, les Israéliens expliquent, et en disant d'ailleurs qu'ils vont faire la même chose avec le Liban qu'ils ont fait avec Gaza, que pour eux, c'est une guerre, ils n'ont même pas parlé de stratégique, existentielle. Ils parlent de guerre existentielle et que donc c'est leur existence même qui est en jeu. Bah, et donc c'est ça le contre-narratif, si j'ose dire, c'est ça, c'est le leur contre-narratif. discours. Mais le problème, c'est qu'il prend nulle part. Il prend chez nous, il prend dans notre petit Oui, Occident qui maintenant représente plus c'est déjà pas l'essentiel du mal. monde confère la montée des BRICS, Déjà pas etc. mal. Mais partout dans le monde, ça passe pas. Et en Oui, plus, mais regarde le Vietnam, François, au Vietnam, c'était au cœur même de l'Occident qu'existait cette division. On a oui, l'impression que cette fois-ci, c'est pas la même chose, même si les campus américains, même s'il y a des manifestations au Congrès des démocrates américains, on a l'impression que justement l'Occident est quand même, me semble, mais je peux me tromper, et on verra la suite, moins divisé aujourd'hui qu'il ne fut à l'époque du Vietnam. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je ne sais pas comment finalement cette histoire va finir. C'était alors, pour ça. je te répondrai que Vas-y. ce que tu dis est vrai, mais il n'en reste pas moins que l'Occident est très divisé. Regarde, l'Europe est divisée, la France va embrasser Netanyahou dès le début du conflit, il y a des divisions extrêmement importantes au Parlement européen, avec des discours extrêmement toxiques contre Israël. Il y a des pays européens qui ont dit qu'ils reconnaîtraient Israël, qui reconnaîtraient la Palestine, parce que le jour où on reconnaît la Palestine comme État, c'est terminé. Ce jour-là, l'ambiguïté sur laquelle essaye de jouer Israël depuis 48 en disant les terres ne sont pas véritablement, ils sautent, comme on dit à la torera en espagnol, par-dessus la barrière de l'ONU en disant on ne reconnaît pas l'ONU et la résolution 242, mais les terres ne sont pas vraiment des terres palestiniennes. Bon, le jour où l'État palestinien est proclamé dans les frontières de 67, ce jour-là, Israël a perdu la guerre. Ce jour-là, Israël a perdu la guerre et c'est ce qui risque de se produire. Plus ça avance, plus ça se produit. Donc, il est faux de dire que les choses ne progressent pas. Je trouve qu'elles ont énormément progressé depuis le début de la guerre. Je rappelle qu'il y a un soldat américain juif qui s'est immolé par le feu devant la Maison-Blanche. Je rappelle ça. Donc, c'est fort quand même. Les choses ne sont pas, c'est pas simplement la surface des choses. C'est un débat qui divise profondément la société américaine. Et ça, c'est la stratégie du faible au fort menée par les Palestiniens qui l'ont provoqué. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.